Bonjour à tous et bienvenue sur cette 39e vidéo de la philosophie de combat. Vidéo consacrée au sujet du bac 2014 de philosophie. Tous les sujets confondus, je vais faire quelque chose d'un peu général sur les thèmes qui étaient proposés cette année, puis après on passera évidemment au monde grec. Et une vidéo introductive sur le monde grec pour que vous ayez quelques notions générales et quelques concepts de ce monde grec. Jusqu'au évidemment à la métaphysique d'Aristote. Et puis ça fera déjà un paquet de vidéos à faire. Voilà. Donc pour ce sujet 2014, alors en S, l'artiste est-il maître de son œuvre? Vivons-nous pour être heureux? Alors l'artiste est-il maître de ton œuvre? Donc c'est toujours la même chose, c'est oui non. Et puis vivons-nous pour être heureux? Là évidemment c'est oui non. L'artiste est-il maître de son œuvre? Ça pose des questions de droit. Alors est-il maître de, il y a tout ce qui est les droits d'auteur et compagnie. Est-ce qu'on en est maître? Bah ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue juridique, est-ce qu'on en est maître? Est-ce qu'elle nous possède? Du combien de temps elle devrait nous être en notre possession, cette œuvre? Est-il maître de son œuvre? On peut aussi parler en termes d'inspiration. Est-ce qu'il est maître de son inspiration ou pas? Socrate disait dans l'un des discours de Platon que l'inspiration étant divine, l'œuvre n'appartient pas à celui qui l'a créée. Je vous renvoie aussi sur cette poésie de Léo Ferré là qui est et basta, c'est la poésie qui dure une demi-heure, dans laquelle il explique que lui il laisse tourner le magnétophone, cette façon de dire les choses, et qu'en fait c'est pas lui qui est il est comme un réceptacle d'une inspiration qui le dépasse, mais sans dire d'où elle vient. Mais je vous renvoie justement à Ebasta, si vous connaissez pas, de Léo Ferré. Alors ça c'est un peu long, mais c'est très très bon. J'aime bien Léo Ferré, voilà. Et et cette idée que l'inspiration dépasse le créateur de l'œuvre, c'est quelque chose qui revient dans tout temps dans l'histoire de la philosophie et de la création artistique. L'artiste est-il maître de son œuvre? Après, on peut se dire, est-ce qu'on fait, par exemple, vous pourriez me poser la question, quand je fais des vidéos sur Internet, est-ce que j'estime que c'est une œuvre? Je pense pas que ces vidéos soient des œuvres, en tout cas, c'est certainement pas des chefs-d'œuvre. Et donc, est-ce que j'en suis maître? Oui et non. Est-ce que, par exemple, si on prend votre livre et qu'on détourne une phrase et qu'on lui fait dire tout et son contraire, est-ce que vous en êtes maître ou pas? Ou est-ce que, voilà, si on prend votre livre et on fait dire le contraire de ce qu'il a dit, si jamais vous jour vous écrivez un livre ou faites un film, etc., ou même peu importe ce que vous faites de niveau artistique, on peut toujours détourner le sens de ce que vous vouliez faire à la base, on peut toujours interpréter de différentes façons. Donc, est-ce que vous en êtes maître? Au niveau de la création, certainement, et encore ça se discute. Au niveau de l'exploitation commerciale, oui et non, ça se discute. Mais après, au-delà du sens que vous vouliez donner à l'œuvre, est-ce qu'elle va inspirer d'autres personnes et tous ces genres de choses, est-ce que vous en êtes maître? Un peu oui, un peu non, et puis à la fin, vous mettez ce que vous voulez. Vivons-nous pour être heureux? Je rejoins cette question, rejoint beaucoup celle doit-on tout faire pour être heureux, mais je vais le traiter séparément. Vivons-nous pour être heureux? Vivrons-nous pour être heureux? Bah alors, c'est évidemment un peu oui, un peu non, parce qu'on vit pas pour être malheureux non plus. Mais est-ce qu'on vit que pour ça? Et que, par exemple, quand on fait quelque chose comme travailler, est-ce que si on vit pour être heureux, où se place le travail, par exemple? Est-ce qu'on peut trouver la joie par le travail, comme pensaient certains communistes dans les années 60 en Chine? Ou est-ce que finalement il faut vivre, travailler, faire tout un tas de choses qui nous plaisent pas forcément, mais et est-ce que ces choses-là vont nous amener au bonheur? On sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'être humain est obligé d'avoir un certain nombre d'activités pour permettre sa survie, pour qu'il puisse manger, dormir à l'abri des bêtes sauvages, etc. Mais est-ce que tout ça va nous rendre heureux? Est-ce qu'il faut pas un petit plus? Alors, toutes ces questions-là sont intéressantes. Vivons-nous pour être heureux? Bah oui, on vit pour être heureux quand même. La finalité d'un peu tout, de la philosophie en tout cas, de pourquoi est-ce qu'on crée des ponts, des routes, des aéroports, pourquoi est-ce que l'homme comme ça s'invente un monde de plus en plus confortable? Est-ce que c'est pour être heureux? Maintenant, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'être heureux? Est-ce qu'être heureux, ça veut dire tout le temps? Est-ce que c'est de temps en temps? Est-ce que finalement, faut pas être de temps en temps un peu malheureux pour savoir ce que c'est le bonheur? Puisque finalement, voilà, c'est comme une sorte de température. Si on est toujours à 30 degrés, ça nous semble normal, alors que quand on passe de moins 15 à 30 degrés, on se rend compte qu'il y a une différence. Et on sait qu'à un moment donné, on est malheureux, et de l'autre, on est heureux, parce qu'il y a une différence entre les deux. Alors vivons-nous pour être heureux? Pourquoi vit-on? C'est compliqué parce que finalement, être heureux, c'est quelle activité? Quand vous faites du foot,
quand vous faites, je sais pas, vous peignez un tableau, quand vous travaillez vos cours, quand vous révisez, quand vous allez draguer une fille ou etc. Est-ce que la finalité c'est toujours le bonheur? Est-ce que vous en avez conscience ou pas? Vivons-nous pour être heureux? C'est une question parce que c'est quoi l'activité? Bonheur. Si je veux faire du sport, je sais que je peux aller courir. Je connais l'activité qui correspond à faire du sport, courir, faire de la boxe, je sais pas moi, nager, etc. Mais l'activité, pour être heureux, c'est quoi? Il n'y a pas d'activité. Il y en a qui vous diront c'est prendre de la drogue, bon, d'accord, ou boire de l'alcool, ou je sais pas. Mais c'est quoi l'activité qui s'appelle l'activité qui va entraîner égale bonheur? Et ça, c'est pas écrit. Moi, j'ai eu un petit souci avec ma vidéo, ça a l'air d'aller mieux. Voilà, donc on sait quoi faire pour faire du sport, pour faire à manger, tout ça on sait faire, mais être heureux, c'est quoi l'activité qui correspond? Et donc vivre, c'est ce que c'est vivre égale être heureux, donc il suffit de vivre pour être heureux. D'ailleurs, ça serait la thèse d'Épicure, hein, je veux dire, de simple fait d'exister devrait nous rendre heureux. Après, sur le bonheur d'une façon générale, il y a des tas de façons, je veux dire, il n'y a pas un auteur en philosophie qui va vous expliquer le bonheur de la même façon qu'un autre auteur. Le bonheur selon Platon, c'est pas le même que celui d'Aristote, c'est pas le même que celui d'Épicure, selon Épictète, c'est pas tout à fait le même que selon je sais pas, Aristippe de Cyrène, ça n'a rien à voir non plus avec celui de Spinoza ou de Kant, ça n'a rien à voir, etc., etc., etc. Et donc, ou le bonheur chez Marx n'a encore rien à voir avec, etc. Même si on essaye toujours un peu de dire la même chose, vivons-nous pour être heureux. Alors j'espère que vous ne vivez pas que pour être heureux, mais en même temps, si vous vivez pour être malheureux, vous allez, ça sert à quoi de vivre? Donc voilà, une question intéressante que j'ai pas l'intention de traiter là en profondeur, mais enfin, ça devrait vous inspirer suffisamment pour dire tout un tas de choses intéressantes. Alors ensuite, les sujets de L, qui sont les œuvres éduquent-elles notre perception et doit-on tout faire pour être heureux? Donc c'est un sujet intéressant. Les œuvres éduquent-elles notre perception? Donc en fait, moi, quand je m'étais posé cette question-là, c'est vrai que quand vous écoutez de la musique, le première fois que vous écoutez de la musique et aujourd'hui, au bout de 20, 30, 50 ans d'expérience en musique et vous avez écouté beaucoup de choses, évidemment, vous écoutez pas la musique de la même façon. Il y a certaines sonorités que vous remarquez, certains enchaînements musicaux, certaines notes qui vous plaisent plus que d'autres, certains types d'instruments, etc. Et c'est pareil pour le tableau et ce genre de choses en peinture. Prenez par exemple, je sais pas moi, le tableau du Sacre de Louis XIV par exemple. Eh bien, c'est un tableau sur lequel est le roi, d'une position majestueuse, etc. Et si on vous explique tous les petits détails qu'il faut regarder sur le tableau, comme quoi il y a une colonne derrière lui, le fait qu'il ait, je sais pas moi, des jambes de jeune homme alors qu'il a un visage de vieillard, eh bien, tous ces petits détails font que vous vous rendez compte que vous allez voir l'œuvre complètement différemment. Et si jamais, je sais pas, vous faites des études d'art, par exemple, vous allez vous rendre compte très rapidement que entre le début de vos études et au bout de 10 ans d'études de l'art, vous ne voyez plus du tout les choses de la même façon. C'est pareil en philosophie d'ailleurs, ou dans n'importe quoi, ou même quand on force d'écouter des discours politiques, au bout d'un moment, on a l'habitude et on perçoit certaines choses, moins d'autres, on a ce qu'on appelle une grille de lecture, et en fait cette grille de lecture on la forge avec l'expérience, et donc les œuvres, oui, à force d'avoir des œuvres, elles éduquent notre expérience, notre perception, pardon. Mais en même temps non, puisque la perception, ah, il y a un truc marrant à dire, les œuvres éduquent-elles notre perception? C'est vrai qu'à force d'écouter de la musique trop fort, on finit par plus rien entendre du tout, donc effectivement les œuvres éduquent notre perception. Si vous pouvez mettre ça dans la copie, ça peut toujours faire rigoler votre correcteur. Par contre, évidemment, quand vous écoutez de la musique, vous l'écoutez avec vos capacités auditives, vos cinq sens, et vos sens, on les éduque, c'est-à-dire la façon dont ils reçoivent le message, qui peut être plus ou moins mis différemment dans une grille de lecture, mais par contre, euh, le message que vous entendez est le même que vous soyez très cultivé ou pas. Vous n'avez pas une meilleure audition ou vous voyez pas mieux les choses euh, avec à force de voir des œuvres. Donc les œuvres éduquent notre perception dans la mesure effectivement, à force de voir des tableaux, à force d'écouter de la musique, à force d'avoir de l'expérience avec l'art, on ne voit plus les choses de la même façon. Mais pourtant la perception reste toujours la même. Quand on écoute du Mozart, si on n'aime pas la musique classique, c'est sûr qu'on va entendre la même chose que celui qui adore la musique classique. Factuellement, au niveau des faits, effectivement, les ondes sonores sont les mêmes pour les deux. Mais par contre, l'effet que cela produit,
Entre le moment où on reçoit l'information, on la traite et elle se diffuse dans notre cerveau, eh bien le traitement sera différent, mais l'information reste la même. Donc effectivement, les œuvres éduquent-elles notre perception? Pas du tout. On voit pas mieux les couleurs quand on a regardé un tableau de Francis Bacon. On voit pas mieux les couleurs, mais par contre, on a une, comment dirais-je, Francis Bacon étant quelqu'un qui va utiliser la couleur or de façon magnifique. Mais par contre, on voit pas forcément mieux cette couleur. Mais par contre, si on regarde un jour chez soi, je sais pas, un coucher de soleil, eh bien, on va peut-être voir ce coucher de soleil différemment. Après, peut aussi faire tout un passage en disant la qualité de l'œuvre. Est-ce qu'il y a des œuvres qui ne vont pas éduquer notre perception? C'est vrai aussi, puisqu'il y a des œuvres qui sont tellement médiocres et tellement mauvaises qu'à la limite, oui, elles vont pas éduquer, elles vont pas amener grand chose, quoi. Si, à la limite, elles vont amener le fait qu'on se rende compte que c'est mauvais et que on peut faire mieux, quoi. Musique, en art, en peinture. Après, comme j'ai dit, hein, je suis plutôt d'accord avec cette idée. Effectivement, les œuvres éduquent notre perception. On n'a pas la même vision du monde quand on a lu Le Capital de Marx que quand on l'a pas lu. On n'a pas la même vision du monde que quand on a lu, je sais pas, La Critique de la raison pure ou Le Contrat social de Rousseau. On voit plus les choses de la même façon, tout à fait. Ouais. Il y a certains principes, certaines idées qui reviennent et qui nous font dire que le monde est plus ou moins comme ci, comme ça. Mais il y a aussi encore, je finirai avec ça, il y a une autre façon d'éduquer notre perception. C'est les expériences qu'on fait nous-mêmes, hein. Pas besoin d'avoir une œuvre, on peut aussi utiliser partir de l'expérience pour éduquer notre perception. Pas besoin forcément des œuvres. Et là, on peut ramener le débat sur quelque chose d'un peu plus la théorie contre la pratique, en disant effectivement il y a les œuvres, les grandes œuvres intellectuelles, et puis il y a la découverte soi-même. Je veux dire, on peut me peindre des montagnes ou un soleil couchant, un soleil levant, etc. Mais le voir soi-même étant à mon avis un peu plus instructif. Vivre soi-même les choses, travailler soi-même à l'usine est plus instructif à mon avis que d'apprendre le capitalisme à travers l'œuvre de Marx ou l'œuvre de Frédéric, je sais plus leur nom, enfin bref, de tous les libéraux. Voilà, donc découvrir la vie à travers les œuvres, je sais pas moi, comment ça s'appelle, les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, c'est pas la même chose que vivre les choses soi-même, quoi. On peut avoir envie on peut voilà, découvrir la nature à travers les récits qu'ont fait Jean-Jacques Rousseau ou d'autres, ou je sais pas moi, Henry David Thoreau dans son bouquin Walden, La vie dans les bois. C'est pas la même chose que d'aller vivre soi-même 2 ans au bord d'un lac, tout seul pour vivre dans les bois justement, en reclus et en ascèse. Alors, doit-on tout faire pour être heureux? Alors là, c'est évidemment la question, la tarte à la crème, comme on dit, c'est facile. Doit-on tout faire pour être heureux? Oui, non. Alors c'est tellement facile que, à mon avis, c'est peut-être un petit peu piège. On peut s'attendre que le candidat là, il réponde vraiment d'une façon assez élevée, assez intéressante à cette question, parce que évidemment, doit-on tout faire pour être heureux? La question c'est, doit-on tout faire? Ben non, on doit pas tout faire, mais en même temps, il faut tenter des choses, quoi. Je veux dire, voilà, le sadique, pour être heureux, lui, il faut qu'il vous fasse du mal. Donc, doit-on tout faire? Non, on peut essayer de plus être sadique et de trouver son bonheur un peu comme Jésus en aidant les autres, hein. Pas besoin de, voilà. Donc, on peut être vaut mieux être prodigue que généreux, hein. Vaut mieux en donner trop que pas assez. Doit-on tout faire pour être heureux? C'est tellement facile. Doit-on, oui, non, enfin oui et non, quoi. Je veux dire, oui, on peut faire beaucoup de choses pour être heureux. On peut se mettre à faire du sport, à travailler, à lire des livres, à aimer plus, à vivre un peu plus, à regretter un peu moins, comme dirait Consponville. Mais est-ce que il faut se mettre pour être heureux, à exterminer des gens, à vouloir avoir, je sais pas, être président de la République, doit-on, voilà, devenir, je sais pas, moi, général, ou animateur de Canal+ ou de la télévision en général. Je veux dire, non, enfin, je sais pas, moi, doit-on tout faire? Non, on peut tout simplement vivre simplement. Doit-on tout faire? Ne rien essayer, c'est débile, parce que là, c'est Aristote qui vous dirait, mais je veux dire, l'être humain a quand même une capacité à évoluer, à s'améliorer, qui est naturelle, qui est ancrée en soi, et donc il faut aller tendre vers cette volonté naturelle de l'être humain qui est celle de s'améliorer. Comme ça s'appelle, Jean-Jacques Rousseau nous parlerait de perfectibilité de l'homme et de l'espèce. Donc effectivement, il faut pas rien faire. Je veux dire, il y a des solutions pour être heureux. Et doit-on tout faire? Là, c'est Épicure qui vous répond. Bah non, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir
savoir qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est nécessaire, quoi, qu'est-ce qu'il vous faut pour votre bonheur. D'ailleurs, question intéressante, est-ce que vous êtes déjà une fois dans votre vie pris 5 minutes pour réfléchir à qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être heureux? Eh ben, allez-y, 5 minutes, vous réfléchissez. Qu'est-ce qu'il faudrait? Vers quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux? De combien d'argent? De combien d'argent par mois? Combien de femmes? Combien de maîtresses? Non, je rigole. Combien d'enfants? Combien de maisons? Je sais pas, combien de mètres carrés? Réfléchissez à combien, qui, quand, où vous voudriez vivre, dans quel pays, quel type de métier, vous voulez avoir des gens avec, vous avez quel type de conversation, etc., etc. Et donc ça, c'est prenez 5 minutes une fois pour réfléchir à qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être heureux. Alors les sujets de S, suffit-il d'avoir le choix pour être libre? Alors c'est une question, évidemment, c'est facile aussi, oui, non. Le choix entre la peste et le choléra, c'est pas tout à fait le choix non plus. Pour être libre, alors on peut dire ça de plein de façons, être libre soit de façon individuelle, être libre de façon de l'environnement qui nous entoure, être libre par rapport à l'espèce humaine, comme chez Nietzsche. Qu'est-ce qui vous, voilà, suffit-il d'avoir le choix? Ça dépend le choix entre quoi et quoi. Est-ce que avoir le choix, c'est quoi le choix d'ailleurs? Savoir de quoi on est fait pour devenir ce qu'on veut devenir, le choix de savoir qui l'on est par rapport à soi-même. Par exemple, il y a un exercice philosophique très marrant, c'est est-ce que vous vous êtes déjà demandé dit à vous-même, je suis gourmand? Vous êtes déjà fait cette réflexion critique par rapport à vous-même, je suis gourmand, j'aime les gros 4x4, je rigole, je sais pas, je suis avare, vous êtes déjà fait cette réflexion? Ouais, vous vous êtes déjà critiqué comme ça. Et vous vous rendez compte que tout de suite quand vous faites ça, c'est quand vous dites par exemple je suis gourmand, parce que moi dans la vraie vie je suis gourmand, eh bien vous, vous avez cette réflexion, il y a le vous-même qui n'est pas gourmand et le vous qui est gourmand. Alors qui est le je qui dit je quand vous dites je? C'est celui qui est gourmand ou c'est celui qui l'est pas? Donc voilà, avant de savoir, est-ce qu'on a le choix? Qu'est-ce que c'est qu'avoir le choix? Qu'est-ce qu'un vrai choix, hein, pas le choix entre la peste et le choléra. Et pour être libre, hein, on peut être libre avec ou sans choix. Hein, voilà, vous êtes libre de choisir si vous voulez mourir aujourd'hui ou demain. Je veux dire, c'est ouais, super, on est libre de choisir. Ouais. On a le choix, on a la liberté, on a tout quoi. Mais en gros, c'est pas terrible quoi. Donc, et puis ça vous demande aussi une réflexion critique sur la liberté. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Est-ce que il faut avoir le choix? Est-ce qu'un choix est un vrai choix? Est-ce que quand on choisit pas toujours entre deux mauvaises solutions? Et puis, qu'est-ce que c'est que la liberté? Là, ça devient vraiment plus compliqué, puisque la liberté, on n'est jamais vraiment libre si on réfléchit bien. La liberté politique, la liberté, je sais pas, sociétale, environnementale, la liberté d'être homosexuel, je sais pas. Toutes ces libertés-là, est-ce que ça vient d'un choix? Bon. Suffit-il d'avoir le choix pour être libre? Non, évidemment, c'est pas que le choix, c'est aussi d'autres choses que d'avoir le choix. Euh, pour être libre, il faut savoir aussi qui l'on est. Pour être libre, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut choisir, parce que souvent la vie, on ne se résume pas à un choix, je dis oui ou je dis non. Et puis d'ailleurs, même si un jour dans votre vie, vous aviez le choix entre oui ou non, vous seriez complètement terrorisé, je vous assure, de choisir soit oui, soit non. Quand on est jeune, ça peut être choisir entre sa copine ou sa carrière, par exemple. Mais le jour où clairement on vous demande de choisir, vous voulez évidemment les deux, bah voilà, c'est choisir, c'est ça aussi. Et vous vous sentez pas libre parce que vous voulez une carrière, parce qu'il faut réussir dans la vie. Et c'est pas vous qui avez décidé de ça. En même temps, vous aimez la personne et c'est pas vous qui l'avez décidé non plus. C'est un peu plus fort que vous. Vous maîtrisez ni les sentiments humains totalement, ni d'ailleurs la société humaine. Et donc, il faut choisir à un moment donné. Et je vous assure que le jour où on vous dit soit c'est oui et ta vie va aller dans cette direction, soit tu décides de non et ta vie va aller dans une autre direction, eh bien ce jour-là, vous serez franchement, vous vous sentirez un peu contraint justement d'ailleurs par le fait d'avoir à choisir. Enfin, la dernière question en ES, pourquoi chercher à se connaître soi-même? Bonne question. Je crois que on lui avait posé la question à Nicolas Sarkozy. Connais-toi toi-même. Que pensez-vous de la question connais-toi toi-même ou quelque chose comme ça? Il avait répondu, j'ai jamais entendu une question aussi conne. Alors je crois qu'il avait répondu à ça à Michel Onfray pour Philosophie Magazine, mais
En fait, pourquoi chercher à se connaître soi-même? Alors malheureusement là, il n'y a pas de plan du style oui non. Il faut donner plusieurs arguments qui vont dans le sens de savoir pourquoi il faut chercher à se connaître soi-même. Alors il y a différentes, évidemment, il y a plein de choses à dire sur le fait de se connaître soi-même. C'était l'inscription du temple de Delphes, que c'était la phrase préférée de Socrate, que se connaître soi-même, qui l'on est, soi, c'est compliqué. On le découvre avec l'expérience, on le découvre avec le temps, on le découvre avec une éducation justement. Pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça? Ben, pour vivre plus heureux, pour vivre mieux, pour vivre plus en harmonie avec soi. Il y a des tas de raisons d'apprendre à se connaître. Après, on peut aussi se poser la question, mais comment faire? Comment faire pour se connaître soi-même? Bon, bah, il faut vivre des tas de trucs, il faut être dans des expériences complexes, de vie complexes. Il faut avoir une vie riche, il faut avoir beaucoup lu, beaucoup étudié, aussi beaucoup travaillé, je pense, d'une façon générale, pour savoir qui l'on est. Est-ce qu'on aime plus ou moins le travail naturellement? Est-ce qu'on est plutôt chocolat ou vanille? Est-ce que, etc. Il y a un terme pour ça, c'est Nietzsche appelait ça les tropismes, c'est-à-dire les choses vers lesquelles on est naturellement dirigé. Naturellement, on préfère, je sais pas, la course ou la natation, le chocolat ou la vanille, la musique classique ou le hard rock, je sais pas. Et naturellement, on est attiré vers tout un tas de choses. Et en fait, si on veut pas passer à côté de sa vie, il vaudrait mieux vivre une vie qui est en harmonie avec ce que l'on est soi. Et pour savoir qui l'on est soi, il faut apprendre à se connaître. Voilà. Ce qui rejoint l'autre question, hein, suffit-il d'avoir le choix pour être libre? Bah, avant d'avoir le choix pour être libre, ce qui ne veut pas dire grand-chose, il faut déjà avoir le choix, et pour avoir un choix, il faut savoir qui l'on est, par rapport à quel environnement et vers quelle direction on veut tendre. Et quand vous avez répondu à toutes ces questions, si vous y arrivez, eh bien, vous vous connaissez vous-même, vous ne passerez pas tout à fait à côté de votre vie, puisque la vie que vous mènerez, c'est ça l'idée, sera en harmonie avec ce que vous êtes vraiment. Et malheureusement, il faut déjà savoir qui l'on est vraiment. Et donc, je pense que c'est bon, c'est en ES, bon, pourquoi pas. Une question très intéressante parce que se connaître soi-même, c'est quand même fondamental. Ça a été dit il y a 2500 ans. Je pense que la personne qui s'est dit il faut quand même se connaître soi-même, s'est pas plantée. Elle avait raison. Ça a l'air simple de se connaître soi-même, mais euh, en fait, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on découvre qui l'on. Enfin, déjà, si on rajoute des concepts comme l'inconscient de chez Freud, eh bien, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à l'intérieur de notre tête, si je pour résumer les choses ainsi. Et donc, comme on n'est pas tout seul, bah, il y a toute une histoire, un environnement, et puis comment dirais-je, une espèce d'histoire naturelle plus profonde de nos tripes. L'histoire du banquet cannibale, le fait qu'à l'aube de l'humanité, il y a eu un meurtre abominable et on a mangé les restes du père parce qu'on n'avait plus à bouffer. Et que, en gros, c'est ça l'idée. Hein. Et que il y a une espèce d'inconscient qui nous poursuit comme ça, avec des thèmes toujours récurrents comme la faute ou je sais pas ou ce genre de choses. Eh bien, euh, l'inceste, les tabous, enfin toutes ces choses-là qui nous poursuivent même à travers les générations dans une espèce d'inconscient individuel et un inconscient collectif. Et bon, se connaître soi-même, c'est savoir qui l'on est en dehors de l'histoire, en dehors de sa propre histoire, en dehors de trouver un petit peu cette espèce de petite l'âme, ce qu'on appelle l'âme, hein, la substance intérieure, celle qui est, j'utilise le vocabulaire qui est naturée déjà, c'est-à-dire que vous êtes né avec une certaine âme ou une certaine psychologie, une certaine psyché, et vous essayez de découvrir quelle est cette psyché parce que finalement il faut connaître cette chose-là. Personne, Dieu ne rentre pas dans la pièce à l'heure actuelle pour écrire sur une pierre, savoir qu'est-ce que j'ai dans la tête et quelle est l'histoire de toute ma famille et quelle est l'histoire de mes ancêtres avant eux, quels sont les traumatismes. Personne vous le dit ça. Et donc il faut bien le trouver pour mieux vivre avec soi-même en quelque sorte. Parce que malheureusement, et Freud n'a pas tout à fait tort, on a un grand drame de l'être humain, c'est qu'il n'est pas tout seul à l'intérieur de sa petite tête. Enfin, je veux dire, quand je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire ah ben je suis gourmand, et vous vous rendez vite compte que oui, bah il y a celui qui est gourmand, il y a celui qui dit qu'il est gourmand, il y a celui qui est pas d'accord, il y a celui qui est pas content, et puis vous allez devant le freudisme, il y a le ça, oui le ça, le moi, le surmoi. Donc on se rend compte qu'à l'intérieur de notre tête c'est un peu le bordel pour aller vite. Et que si on veut pas passer à côté de sa vie et toujours être malheureux ou en souffrance ou vivre la vie qu'on voulait pas vivre, enfin je veux dire, ou passer un peu à côté des choses,
Il vaut mieux chercher à se connaître soi-même. Et donc c'est toute cette thématique de la qui l'on est. Les anciens pensaient, Aristote, Platon et avant eux, pensaient que l'être humain avait deux fondements. Il y avait le corps d'un côté et le l'âme de l'autre. C'est comme ça qu'ils expliquaient, nous on dirait aujourd'hui la psychanalyse, la psychologie, qui vient du mot psyché, qui est âme en grec. Donc finalement, la psychanalyse c'est l'étude de l'âme, mais c'est dit d'une façon un peu plus classe quand même. Donc cette âme, il y a des tas de théories, alors chez Platon, chez tout le monde, hein, qu'est-ce que c'est que l'âme, etc., et comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on dit la psychologie, mais pendant longtemps, on n'avait pas vraiment cerné les choses, et on n'avait pas non plus cerné le rapport entre le corps et l'âme. Chez Descartes se pose encore la question de savoir, oui, mais alors s'il y a, bon, je vais pas rentrer dans les détails de substances pensantes et substances étendues, mais si en gros, il y a le monde de l'intelligence, qu'on appelle aussi la noosphère, mais le monde de l'intelligence et le monde matériel du corps, comment il y a le lien entre les deux, comment ça se passe dans le corps humain. Donc lui, il va fouiller dans le cerveau, il va trouver une glande, j'ai plus le nom de cette glande, il va dire bah c'est là que se passe l'opération entre le monde de Dieu et le monde matériel des hommes. Donc voilà. Donc toute cette question là de l'âme qui va nous poursuivre maintenant des Grecs jusqu'à Freud, Gilles Deleuze et compagnie. Cette question de l'âme, qui l'on est, et comment, c'est surtout la question de euh, quelle est la méthode. Parce que je pense que dire qu'il y a une âme, qu'on appelle ça la psychanalyse, qu'on étudie l'âme par la psychanalyse, waouh, ou qu'on étudie ça par l'étude de l'âme, ou de d'autres façons de faire, euh, quelle est la bonne méthode? Je pense que la question n'est pas de savoir si l'âme existe ou pas, ou si il faut comprendre l'âme d'une façon plutôt grecque, ou plutôt chrétienne, ou plutôt allemande, ou plutôt, on s'en fout. L'important c'est quelle est la méthode pour bien analyser la personne que l'on est. Et quand on a cette bonne méthode, qui n'est pas forcément quelque chose qui a été écrit dans un bouquin qui s'intitule La méthode pour se connaître soi-même. Ça n'existe pas puisque ça n'a jamais été vraiment écrit. Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'on est toujours en train de discuter. Enfin, c'est les psychanalystes qui le font, mais ils sont toujours en train de discuter, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le fond de l'être humain, comment ça marche, les mécanismes. Alors plus le temps passe, plus on avance, et on a donné une orientation médicale évidemment à cette science-là, puisque la psychanalyse va guérir les afflictions, mais la psychanalyse ne dit pas forcément comment être heureux, par exemple, comment, si on a une âme qui va bien, comment la pousser encore à aller mieux. Bon, donc, vous voyez, on a ce monde de l'âme qu'on essaye de connaître. Parce que le corps, bah, vous suffit de regarder dans le miroir pour savoir à quoi vous ressemblez. Il suffit de soulever des haltères pour savoir quelle est la limite de votre force physique, d'aller courir pour savoir votre souffle, votre cardio, etc., comment ça fonctionne. Mais à l'intérieur, quand on est dans le monde de l'intérieur, ce qu'appelait Schopenhauer appelle le monde de la volonté, eh bien quand on est dans l'intériorité de l'être humain, dans sa psychologie, quelle est la bonne méthode pour faire le bon diagnostic, pour savoir qui est une personne? Et ça, c'est une grande question qu'on continue d'ailleurs à se poser en philosophie, je crois, à savoir comment atteindre le plus profond d'un être humain, d'un être de sa, pour trouver la bonne méthode pour connaître cette personne, ce qu'elle a dans ce qu'elle a de plus profond. Et quand on aura trouvé cette bonne méthode, parce que c'est toujours des choses qui sont en train de création, eh bien peut-être que répondre à cette question qui suis-je sera plus simple, parce qu'on aura une méthode un peu mieux construite et un peu plus cohérente pour savoir un jour dire à quelqu'un voilà qui tu es, voilà ton goût, ta vision du monde, vers quoi tu aspires, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu pourrais changer, quels sont tes axes d'amélioration, qu'est-ce que serait pour toi le bonheur, etc. Et puis l'idéal évidemment, ça serait que quand on se connaît soi-même, eh bien on sait de quoi on a besoin de 4 enfants, 3 chiens, une femme et une maison de 180 mètres carrés pour être heureux, je dis n'importe quoi, mais voilà de quoi on a besoin, ou moins ou plus, enfin vous voyez, où on a juste besoin d'avoir un chien pour être heureux, il y en a qui sont comme ça. Euh, eh bien, quand vous savez ça, vous pouvez théoriquement pas trop passer à côté de votre vie puisque vous savez qui vous êtes. Alors ça pose un autre type de problème, je vais m'arrêter là parce qu'on peut continuer pendant des heures, c'est que, euh, encore une fois, quand je dis je suis gourmand, il y a celui qui dit qui est gourmand, il y a celui qui est gourmand. Il y a le moi quand je suis devant un gâteau au chocolat, et il y a le moi qui juge celui qui est devant un gâteau au chocolat, qui dit là je suis gourmand, je suis gourmand. Bon,
Mais le problème, c'est que dans tout ce processus psychologique, il n'y a pas un moi définissable et un autre moi définissable qui sont complètement séparés les uns des autres. Les choses sont toujours un peu dialectiques. C'est-à-dire que celui qui est gourmand est aussi un peu le même et différent en même temps de celui qui dit je suis gourmand. Mais je suis gourmand, mais je suis bien content d'être gourmand quand il s'agit d'avaler un gâteau au chocolat. Bon. Donc il y a aussi, c'est pas seulement un processus où on va trouver la méthode pour savoir qui vous êtes et quand on saura qui vous êtes, eh bien on pourra vous donner la meilleure vie possible. C'est que c'est dialectique, c'est que ça change tout le temps en fait. C'est toujours un processus et on est sans cesse en train de vouloir autre chose et d'être un peu, tout en restant le même, un peu différent. Hegel avait un mot pour dire ça, c'était non, c'était je l'ai plus, mais je le retrouverai. En gros, il y a une idée que dans la dialectique hegelienne, on dépasse, on conserve et on dépasse en même temps. Alors j'ai plus le mot. Là, non, ça vient pas, c'est pas grave. Et donc, on conserve et on dépasse en même temps. Et l'idée étant que celui que vous êtes maintenant, avec son âme, son corps, sa vie, son histoire, etc. Eh bien, c'est plus le même que vous serez dans une heure. Et il y a tout un processus continuel et dialectique qui fait que, par exemple, celui qu'on est à 10 ans, et même si j'avais une bonne méthode pour savoir qui vous êtes à l'âge de 10 ans, eh bien, il faut retrouver une autre méthode et c'est plus tout à fait vrai quand vous en avez 11 ou quand vous en avez 35 ou 55. Et sans cesse, il y a une espèce de processus dialectique qui fait que vous êtes toujours un peu le même et toujours un peu différent. Et pour trouver la réalité de cette personne, il faut à chaque fois recréer un outil qui va permettre de suivre ainsi de suite la personne telle que dans son évolution. Donc vous voyez, tout ça c'est compliqué, donc se connaître soi-même, il y a en même temps on aimerait bien trouver la bonne méthode, mais on sait que la méthode doit être sans cesse remise à jour parce que soi-même on change tout le temps, donc ce que vous vous dites à 15 ans pour vivre une bonne vie d'un jeune fille ou jeune homme de 15 ans n'est plus vrai pour vivre une bonne vie à l'âge de 30 ans, qui n'est plus vrai à l'âge de 55 et encore moins à l'âge de 75. Donc, vous voyez, en même temps, il faut trouver des méthodes qui fonctionnent, machin. Euh, et en plus, il faut que ces méthodes se remettent perpétuellement en question pour pouvoir évoluer à chaque stade de la vie. Et ouais, donc c'est compliqué de se connaître soi-même parce que s'il y avait la bonne méthode, on vous l'aurait donné depuis longtemps et vous sauriez qui vous êtes. Or, ça, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, pourquoi se chercher à se connaître soi-même? Parce que c'est intéressant, parce qu'on veut pas passer à côté de sa vie, parce qu'on est curieux, je sais pas. Voilà, parce qu'on veut être heureux, on cherche le bonheur, on va parler de bonheur, voilà. Voilà, donc c'était un peu les sujets du bac 2014 de philosophie, donc peut-être que un jour je replongerai dans un de ces thèmes et j'irai plus loin en profondeur. Je pense que il y a un thème qui m'intéresse et dans lequel je vais aller un peu plus en avant, c'est celui du bonheur, évidemment, vous en êtes douté. Bonheur culture aussi, c'est intéressant, la culture, nature culture, ce débat-là, moi je trouve qu'il est pas inintéressant et il se résume pas à un débat oui-non. En gros, il y a l'idée on a une nature, il y a des choses qu'on fait naturellement ou vers des choses vers lesquelles on tend naturellement, et il y a une culture, on va apprendre une culture, que ce soit musicale ou je sais pas quoi, et cette culture va nous amener va nous amener à vouloir d'autres choses. Et donc en fait, la question en philosophie, est-ce que la culture est une deuxième nature ou est-ce qu'on améliore sa nature pour la compléter par la culture? Enfin, il y a tout ce débat-là qui, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on lit beaucoup de livres de philosophie, à la fin, on finit par avoir une culture justement et on ne veut plus les mêmes choses. On est plus, enfin, je veux dire, quand on lit surtout beaucoup de philosophie, on finit par être plus patient. On a plus de patience. On est plus prudent aussi, parce que bon, pas parce que Aristote l'a dit, mais à force d'eux, on finit par, surtout quand on étudie l'histoire, on finit par se rendre compte que prudence, patience, c'est pas forcément c'est pas tout à fait débile, comme voilà, il y a beaucoup de fond là-dedans, et que quelqu'un qui est à peu près patient et à peu près prudent dans ce qu'il fait n'est jamais vraiment sûr de se planter. Euh, je sais plus où je voulais en venir, mais voilà, c'était les sujets. 2014, oui, alors oui, je sais où je voulais en venir. Donc il y a ce débat de la culture, il y a le bonheur évidemment, sur une vidéo sur laquelle j'aimerais passer du temps, c'est le bonheur. Je pense que là il y a au moins 6 vidéos à faire sur le bonheur, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Mais avant de dire beaucoup de choses, il faut un petit peu que je vous parle de beaucoup de philosophes avant pour arriver à une vidéo sur le bonheur, parce qu'une fois qu'en philosophie on a parlé du bonheur,
on est un peu arrivé au bout. Parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, le bonheur par le plaisir, le bonheur par l'ascèse, le bonheur, c'est-à-dire par le manque, ah, le bonheur par le renoncement au plaisir, au désir, le bonheur dialectique, le bonheur par la dialectique, le bonheur c'est pour les cons. Enfin, il y a tout un tas de visions de ce que c'est le bonheur, et ça sera intéressant d'en parler. Il y a beaucoup de choses à dire, et puis jusqu'à preuve du contraire, j'ai rarement rencontré, je crois jamais d'ailleurs, rencontré des gens qui m'ont dit, moi mon but dans la vie c'est d'être malheureux, donc j'estime que la plupart des gens dans leur vie au quotidien veulent être heureux, et donc parler du bonheur est une chose en philosophie importante, c'est-à-dire on ne croirait pas comme ça, mais même à la fin de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, il vous parle du bonheur. Pour lui, le bonheur, c'est par la métaphysique qu'on va le trouver. Alors ça paraît complètement, mais quand on a lu le livre, on arrive à la fin, on se dit oui, etc. C'est comme l'éthique de Spinoza. À la fin, c'est le bonheur. Enfin, je vous dis pas exactement les choses, je vais pas vous gâcher le Spinoza, mais en gros, il y a l'idée qu'on, par la connaissance du monde, hein, je vais pas trop loin, on peut atteindre le bonheur, ou ce qu'il appelle plus exactement la béatitude. Et donc il y a beaucoup de choses à faire sur le bonheur, la culture, l'inspiration, c'est aussi intéressant, un thème intéressant, l'inspiration. Il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit Socrate, Nietzsche, ouais, là j'en ai deux là en tête où on peut parler de ce thème-là. La connaissance de soi, alors beaucoup de choses à dire. On peut commencer par Platon, Héraclite. Et Épicure, et puis on peut aller très très loin dans la connaissance de soi, jusqu'à Schopenhauer, Freud, enfin il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis voilà, donc là pour l'instant on n'en est pas là, mais vous savez, je fais des vidéos sur des thèmes assez réguliers, comme la métaphysique, et puis là on va passer jusqu'à la métaphysique d'Aristote, mais comme j'ai envie de faire ça bien, eh bien je fais plein de vidéos comme ça, vous avez plein de connaissances sur le monde grec et sur la métaphysique d'Aristote. Et puis de temps en temps, je fais des vidéos sur un thème précis, le respect par exemple, du mépris au respect, ce genre de choses, ou sur le mépris là, je l'avais fait par exemple, parce que ça me tenait à cœur de dire qu'il faut pas mépriser les autres. Et donc il y a, à mon avis, ouais, nature culture, le bonheur et tout un tas de vidéos sur des thèmes un peu singuliers comme ça, sur lesquels je vais pouvoir m'étendre, mais une autre fois. Donc là, la prochaine vidéo, je démarre un cycle. Enfin, ça fait au moins un an que je le prépare. C'est pas que ça fait un an que j'ai commencé, c'est que j'ai commencé bien avant. Mais à chaque fois que j'ai fait des vidéos où je voulais entrer dans ce thème-là, je l'ai fait un peu de façon rapide pour développer les différents auteurs, voilà. Mais j'aimerais maintenant faire quelque chose d'un peu plus évolué, d'un peu plus complexe à suivre, euh, pas complexe dans mon explication, mais un peu plus élevé intellectuellement. Alors je sais pas si c'est le mot qu'il faut choisir, mais disons quelque chose d'un peu plus qui a l'air aride comme ça sur le papier, mais quand on fait vivre un texte de philosophie et on le raconte, c'est à mon avis on peut atteindre un niveau où ce texte devient magique, fascinant, intéressant, il développe plein de choses. Quand on le lit, c'est un peu aride, mais quand on le fait vivre comme ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc là, je rentre dans mon gros thème sur la Grèce antique. Alors, je l'ai déjà fait, bien sûr, avant, avec différents auteurs. J'ai un peu balayé rapidement, puisque quand j'ai fait ça à l'époque, il y a à peu près un an, je voulais aller vite. Je voulais vite faire arriver à Kant, vite faire arriver à Hegel, comment ça s'appelle, la phénoménologie de l'esprit. Je voulais très vite arriver au bout de la métaphysique. Et puis quand je faisais la métaphysique, je me suis rendu compte, mais il y a plein d'autres choses à dire. Voilà, j'ai fait un peu vite jusqu'à Aristote, Zénon. Et puis je me suis dit, mais on peut prendre plus de temps et développer un peu plus. Et comme je voulais faire ça bien, eh bien, ça fait un an là, depuis que je suis parti en Australie, quasiment, en plus d'avoir travaillé là-bas et fait plein de choses, j'ai ramené le peu de livres que je pouvais. Je les ai lus abondamment. J'ai fait, voilà, j'ai pris des notes, j'ai acheté d'autres livres quand je suis rentré, j'en ai lu plein. Enfin bref, j'ai préparé ça depuis un an. J'ai réfléchi sur qu'est-ce que pouvait dire la métaphysique au-delà du texte, enfin j'ai essayé de trouver tout ce qu'on pouvait en dire et des choses qui pourraient vous intéresser dans votre vie au quotidien, etc. Et donc là, je pense que j'ai atteint un niveau où j'en peux plus, où je suis en quelque part un peu saturé, et je vais pouvoir vous parler avec grand plaisir d'ailleurs de ce monde grec, du monde grec, de son histoire, de sa politique, de sa philosophie, et puis d'arriver à cette espèce de nœud intellectuel, comme je sais plus qui disait, il y a des nœuds dans l'histoire intellectuelle, Montaigne, d'autres. Et là, il y a un nœud à mon avis, c'est la métaphysique d'Aristote, parce que euh, après ce livre-là,
qui dit des choses extrêmement simples si on réfléchit bien. Eh bien, pendant 1500 ans, on a dit Aristote a raison, on va continuer à réfléchir par rapport à ce que Aristote parlait, par rapport à la métaphysique d'Aristote. Et donc, de Aristote à Descartes en métaphysique, bon, il y a des métaphysiciens avant eux, il y a saint Thomas d'Aquin, etc. Mais c'est toujours, on est toujours dans les propositions d'Aristote. Il faut savoir que la philosophie, il y en a en grec, là, il y en a en Grèce, pardon, il y a Aristote. Les textes d'Aristote seront rafistolés 300, ouais, 200 ans après sa mort, à peu près. Et ces textes rafistolés vont partir en Moyen-Orient par l'intermédiaire d'Averroès. Alors j'ai pas les dates, mais on s'en fout. Et ces textes grecs vont retourner en Occident, vont être lus par des moines qui vont trouver qu'Aristote est super, et puis ils vont écrire des tas de livres sur la philosophie grecque, ils vont faire renaître cette philosophie grecque, et au final, ça donne quoi? Ça donne c'est pas ça donne un 16e siècle très intéressant où on a de nouveau cette pensée grecque qui ressurgit un petit peu, qui sort de l'église, qui surgit dans la société. Et puis on a un célèbre Descartes qui va remettre ça sur la table, suivi par tout le monde, Spinoza, et puis ainsi de suite. Et qui d'ailleurs, avant ça, il y en avait d'autres, hein, dont j'ai pas les noms d'ailleurs, mais il y a des philosophes, souvent on connaît Descartes, Spinoza, c'est vrai qu'entre Aristote et Descartes, souvent on connaît pas les gens, mais il y en a plein, hein. Il y a Épictète, d'autres dont j'ai pas le nom, Montaigne ou d'autres, mais Aristote a vraiment dominé un peu le monde intellectuel pendant très longtemps, et c'est intéressant de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a raconté de si extraordinaire, parce que c'est voilà, et comment ça a plu à l'Église, et comment parce que ça a plu à l'Église, et parce que finalement dans la métaphysique d'Aristote, on met aussi, mais d'une façon un peu personnelle, il met Dieu tout en haut, et parce que Aristote met Dieu tout en haut, eh bien les pères de l'Église se sont dit, bah si vous voulez, comme c'est arrivé avant Jésus, ils se sont dit, bah voilà, ça annonce Jésus, ça annonce le christianisme, ça annonce la révélation du Christ, etc. Mais évidemment, Aristote est en enfer puisqu'il n'était pas chrétien, mais il y a un peu dans son texte comme ça une prévision de ce qui allait se passer. Mais il va en enfer bien sûr parce qu'il adorait Zeus, c'est pas Dieu. Mais mais si vous voulez, ils se sont dit quand même, il y a beaucoup de talent dans l'écriture d'Aristote, il y a beaucoup de génie dans ses propos, et donc c'est pour ça qu'Aristote a traversé le temps jusqu'à ce qu'on finisse par réfléchir sur cette métaphysique, jusqu'à ce que le débat soit clos entre guillemets par Emmanuel Kant, et puis se rouvre à nouveau avec Schopenhauer quelque part, et le schisme en philosophie, si j'ose dire, entre la science pure, la physique, et après tout ce qui est psychologie et psychanalyse, puis on a la branche Nietzsche, Freud, etc. Et donc en fait, toute cette aventure de la métaphysique occidentale, je voulais faire ça rapidement, mais je me suis dit, non, faut faire ça dans le détail, bien, propre, comme il faut. Le monde grec est intéressant, de savoir ce qui s'est passé en grec, les Thermopyles, la bataille de Salamine, la bataille de Platée, les grandes batailles de la guerre du Péloponnèse, la victoire de, je vous dis pas qui tout de suite, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, l'empire athénien, l'empire spartiate, et vivre tout ça, c'est vraiment intéressant. Et je voulais faire quelque chose d'un peu plus costaud. Donc je me suis permis de prendre mon temps, d'aller un peu vite sur les premières vidéos que j'ai fait en métaphysique, mais là je vais vraiment aller dans le détail encore plus. Je vais vous parler du nous, je vais vous parler de la vision que Thalès a ramené de l'Égypte, de la métaphysique, etc., etc. Donc beaucoup de vidéos en perspective. Là, j'espère que après toutes ces vidéos que j'aurai fait sur le monde antique, grec notamment, jusqu'à Aristote, eh bien, vous aurez une vision de ce que c'est ce monde antique. Vous aurez une bonne image, et j'espère une bonne image des Grecs. Ils sont pas un peuple spécialement méchant, ni bon, ni mauvais. Ils ont fait de leur mieux, quoi. Et et d'apprécier ce monde, de comprendre les différentes théories, quand elles se placent, pourquoi, etc. Et puis après, je pense qu'on commencera à attaquer le monde romain, puisque moi, il y a un de mes chouchous qui va arriver à cette période, qui est évidemment Épictète. Et puis après, on continuera doucement, puisque bientôt, je pense que je vais faire un bond dans le temps. On arrivera à Descartes. Après Descartes, on arrivera à Spinoza, c'est clair, on va lire l'éthique de Spinoza. Et puis ainsi de suite, jusqu'à Kant, jusqu'à Hegel, Marx, Schopenhauer. On va lire le Capital, on va lire des tas de bouquins.
Donc voilà, c'est le programme qui arrive là, parce que là j'ai plus de vidéos entre maintenant et le moment où je vous parle je vais commencer à parler de la Grèce antique. Donc bah, j'espère que ça va vous plaire. Ça prend du temps, mais ça fait plaisir. Je vous remercie aussi de me suivre, parce que j'en profite, là, je vous remercie. Et puis, pour tous ceux qui ont passé le bac en 2014, j'espère que vous l'avez eu. Sachez que le bac ne sert à rien, mais sans le bac en France, on peut rien faire non plus. Donc, le bac sert juste à préparer aux études supérieures. Sachez qu'en France, à l'heure actuelle, en 2014, je le dis pour ceux que ça intéresse, mais on peut très bien, écoutez, si vous voulez réussir en France, tout ce que j'ai dit reste vrai dans mes anciennes vidéos, il suffit d'avoir l'énergie et la volonté de réussir. Vous êtes un bon plombier, vous êtes un bon électricien, un bon chaudronnier, un bon mécanicien, un tourneur-fraiseur, un ingénieur, je sais pas moi, un logisticien, un comptable, ou peu importe votre fonction en entreprise, si vous essayez d'être le meilleur et vous travaillez bien, sans vous mettre à dos tous vos collègues, bien sûr, eh bien, à ce moment-là, vous allez réussir, que vous ayez le bac ou non. Voilà, c'est le secret pour réussir, je pense, en France. Il y a un peu les diplômes, c'est vrai, mais il y a surtout après la capacité individuelle à réussir. Il y a des très beaux parcours, des gens qui sont partis de rien, qui ont réussi de belles choses en France, et à l'inverse, des gens qui avaient des diplômes extraordinaires, qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Donc, encore une fois, le bac, c'est bien, ça sert à rien, mais sans le bac, on peut faire d'études supérieures, et les études supérieures, ça vous amène pas forcément des salaires mirobolants, sachant que tout le monde en France veut faire ça. Donc un très bon plombier, ou un très bon soudeur, ou un très bon charpentier, ou quelqu'un qui est bon dans son domaine, peu importe lequel, un bon cuistot, un bon pâtissier, etc. Eh bien, ça sera quelqu'un qui gagnera de l'argent et qui réussira en France, et qui réussira d'ailleurs partout dans le monde. Parce qu'à partir du moment où vous aimez votre travail, vous avez envie de le faire, eh bien, rien ne peut vous arrêter. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je vais me lancer dans l'histoire politique et militaire de la ville d'Athènes avec la présentation de grands concepts très 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 généraux, mais pour vous donner déjà une petite idée de comment fonctionne le monde grec.